Il est 19h, mesdames, messieurs, bonsoir et merci de votre présence. Mohamed Majani pourra-t-il se présenter à sa propre succession à la tête de la mairie de Mamoudzou en 2020? La question se pose alors que celui-ci se retrouve aujourd'hui devant le tribunal d'appel dans une affaire de favoritisme dans l'attribution du marché de la mairie annexe de Kaweni. Et il n'est pas le seul dans ce dossier. Pouvez-vous vous imaginer, avec un fer dans le bras, à attendre au centre hospitalier de Mayotte pendant près de 30 heures avant votre réelle prise en charge? Eh bien, c'est ce qui est arrivé à un employé de la mairie de Sada, blessé au travail lundi. Une situation ubuesque, estime sa famille, qui ne compte pas en rester là. Et on terminera avec une note plus légère et on se penchera sur ce concours sur la protection de l'environnement auquel participent plus de 300 écoliers de Mamoudzou. Une opération en collaboration avec la municipalité dans le cadre de sa politique en faveur de la jeunesse. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Favoritisme, atteinte à la liberté d'accès ou à l'égalité des candidats dans les marchés publics. Voilà ce qui est reproché à Mohamed Majani et 5 de ses responsables à la mairie de Mamoudzou dans l'attribution du marché de la mairie annexe de Kaweni. Je vous le disais, depuis ce matin, l'on assiste à l'audience en appel du maire, condamné comme les autres prévenus en première instance. Pour chacun, les avocats ont demandé la relaxe. À l'heure où je vous parle, l'audience est toujours en cours et les plaidoiries se poursuivent. Venons-en à présent à ce réseau d'immigration clandestine en provenance de la République démocratique du Congo à destination de la métropole via Mayotte démantelée. Nous vous l'annoncions il y a quelques jours. On apprend que des arrestations ont eu lieu à Mamoudzou, Paris, Strasbourg et en région lyonnaise. À Mayotte, 2 prévenus ont été mis en examen et placés sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt de Majicavo. Le procureur de la République, Camille Miansoni, est avec nous en direct. Bonsoir, monsieur le procureur. Alors, quelle route d'immigration ce réseau utilisait au départ de Kinshasa pour commencer? Oui, merci madame. Bonsoir. Ce que je voudrais dire d'abord, c'est que c'est un dossier emblématique à Mayotte, ce démantèlement auquel vous faites allusion et qui me permet de m'exprimer ce soir. Emblématique pour dire que c'est l'un des premiers dossiers qui a été confié à ce GELIC, qui a été mis en place à la fin de l'été dernier. Emblématique aussi parce que le sujet de l'immigration, chacun le sait, est un sujet important, est un sujet de préoccupation pour la plupart des Mahorais. Le GELIC a donc travaillé sur ce dossier depuis octobre 2018, en préliminaire, sous l'autorité du parquet. Puis depuis janvier dernier, après l'ouverture d'une information judiciaire, sous l'autorité d'un juge d'instruction. C'est donc un aboutissement d'un travail concret, minutieux, précis, conduit par ces enquêteurs qui débouche aujourd'hui pour répondre à votre question plus précisément, ce que l'on sait aujourd'hui, c'est que ce réseau qui agissait depuis plusieurs endroits faisait partir de personnes de Kinshasa en RDC via des pays étrangers pouvant être Madagascar ou les Comores avant d'arriver en Kwassa à Mayotte. Je voudrais aussi préciser pour que ça soit clair dans l'esprit des gens ce que c'est ce territoire qu'on appelle la RDC, qui est l'ex-Zaïre. C'est un pays d'Afrique, au cœur de l'Afrique, mais qui n'est sans doute pas à confondre, et je le dis avec précision pour que ça soit clair dans l'esprit de tous, à ne pas confondre avec la République du Congo, autre territoire voisin de la RDC, mais qui a pour capitale Brazzaville, et je le rappelle en passant un point historique, Brazzaville qui fut capitale de la France libre en 1940. Alors, je le dis parce qu'il peut y avoir de la confusion dans l'interprétation. Pour revenir à cette histoire, vous avez interpellé des présumées têtes de réseau dans le département, en France métropolitaine. Est-ce que des interpellations ont eu lieu également sur le continent africain, à Madagascar ou encore aux Comores? Alors, le travail d'investigation se poursuit. Évidemment, ce n'est qu'un point d'étape. Vous avez rappelé, madame, que 5 personnes ont déjà été interpellées. 3 personnes ont déjà été mises en examen, dont 2
qui dorment ce soir à Majicavo. 4 personnes au total, parmi les 5, ont été interpellées en métropole. Évidemment, le travail va se poursuivre. C'est un travail difficile à l'international parce qu'elle allie à la fois une action judiciaire, mais aussi une action diplomatique qui n'est pas toujours aisée. Pour pouvoir travailler à l'étranger, il faut une coopération judiciaire qui n'est pas toujours aisée. Mais en tout cas, sachez-le que les enquêteurs qui travaillent sur ce dossier et sur beaucoup d'autres n'hésitent pas à mobiliser tous les moyens qui existent dans le réseau diplomatique pour rassembler le maximum de renseignements et élucider ces faits. L'enjeu, madame, au-delà de la répression immédiate, c'est aussi dernière question, fermer ces... Oui. Dernière question. Est-ce qu'on sait depuis combien de temps ce réseau existait et à combien de personnes a-t-il bénéficié? D'après nos informations, ce réseau est actif au moins depuis 2017. Je rappelais tout à l'heure que l'enquête est ouverte depuis 2018, octobre 2018. Donc, au moins 2017, ce réseau est actif. On est en train d'évaluer l'étendue du nombre de personnes qui a pu bénéficier de ce réseau. Mais en tout cas, ce qu'on voudrait, c'est donner un coup d'arrêt à ce chemin d'immigration, vous l'avez indiqué vous-même, qui est un chemin d'immigration vers la France métropolitaine. L'objectif, c'est à la fois réprimer ceux qui ont participé à ce réseau, mais aussi casser ce réseau d'immigration clandestine. Merci beaucoup Camille Miansoni, procureur de la République, pour toutes ces précisions. Camille Miansoni qui était devant la caméra de Youssouf Ahmed Matouar. Les fonctionnaires de la police aux frontières, de nouveau à la une, des policiers accusés par un homme de brûlure au niveau du cou après avoir été aspergés par l'un d'eux. Non, ce n'est pas ce sujet-là. Nous n'avons pas ce sujet-là. Nous allons continuer sur un autre sujet, le sujet du fonctionnaire. On reviendra là-dessus dans nos prochaines éditions. Et voilà, du coup, je vous le disais à présent, ce nouvel exemple, je vous le disais en titre, de défaillance autour de la prise en charge d'un patient au centre hospitalier de Mayotte. Un employé de la mairie de Sada, blessé lundi, a dû attendre près de 30 heures avec un fer coincé dans l'avant-bras avant que celui-ci lui soit retiré. Un fait impensable pour sa famille et la mère de Sada venue lui apporter son soutien. Oliad Bonaïssa, Atoumani Simba et Maoulida Bonaïri. André Mousseni a fait une chute dans le cadre de son travail au CCAS de Sada. En tombant, un bout de fer 8 l'a transpercé le bras. Alertés, le SMUR et les pompiers sont arrivés sur les lieux et ont constaté que le fer était toujours coincé. Ces secouristes l'ont alors coupé afin de pouvoir lui bander le bras et le transporter au CHM. Dès lors qu'ils l'ont amené au CHM, on a attendu depuis midi. Lors de l'accident, le morceau de fer était toujours resté dans le bras de mon fils. Il n'a pas été pris en charge. On est venu me dire qu'on s'occuperait de lui à minuit, mais rien n'a été fait jusqu'au matin. Et c'est là qu'on est venu me dire qu'il allait être admis au bloc pour se faire opérer. On l'a laissé là, proférant des propos désagréables du genre « Votre fils n'est pas prioritaire aujourd'hui. S'il y a un blessé qui arrive par quoi ça, on va s'occuper de lui après. On verra pour votre fils. » Ça, c'est vraiment pas juste. Effectivement interpellé le directeur du CHM par intérim, qui est là aujourd'hui, en lui disant de dire aux agents que non seulement les gens ne sont pas pris en compte comme il faut, mais en plus le personnel se permet de dire que oui, son pronostic vital n'est pas engagé, donc il peut rester là. C'est vraiment indigne. Il a fallu que la famille interpelle Madame le maire de Sada, alors patronne de Andum, pour le voir intégrer le bloc opératoire. J'espère que ce qui s'est passé aujourd'hui au centre hospitalier de Mayotte ne se reproduira plus jamais. Car il est impensable qu'un jeune homme qui a été accidenté depuis hier, vers 13 h, et qu'à 14 h aujourd'hui, on le laisse au centre hospitalier dans l'établissement avec un morceau de fer 8 dans le bras, tenez-vous bien, bandé avec le morceau de ferraille dans le bras. Non, il est impensable que cette chose-là soit arrivée et j'espère que ça n'arrivera plus jamais. La famille se demande si son fils n'aura pas de séquelles après l'intervention. La surcharge de travail médical n'excuse pas le comportement qu'il a eu envers elle. La famille a donc décidé de déposer plainte contre le CHM.
Et ils sont nombreux les patients à se plaindre de maltraitance au sein du centre hospitalier de Mayotte. Des patients qui peuvent se tourner vers les représentants de la commission des usagers du CHM en cas de litige ou de plainte. Hachim Seydachim et Géraldine Bui ont rencontré sa vice-présidente. À Mayotte, des patients auditionnés relatent des cas de maltraitance, de négligence et de paroles blessantes. Le racisme à Mayotte, le classement des personnes à Mayotte, dans ce que j'entends, il y a du personnel au centre hospitalier, peut-être ça les amuse d'entretenir ça, et c'est très mal. C'est très mal parce que quand on parle d'un établissement de soins, c'est avant tout ramener la personne en bonne santé. Et la bonne santé n'est pas seulement physique. Des fois, d'une simple écoute, d'une attention particulière, d'un sourire, ça permet à quelqu'un qui est mal de se sentir à l'aise et d'avoir de l'espoir de pouvoir guérir. Ils sont le pont entre la direction de l'hôpital et le patient désavantagé. Dans le cas d'une insatisfaction de prise en charge, les représentants des usagers encouragent le patient lésé à se plaindre par écrit. Qui dit plainte des malades ou de la famille, ce n'est pas plainte seulement au tribunal, mais des écrits qui sont adressés à la direction du CHM et au président du conseil de surveillance. On souhaite avoir où est-ce qu'on en est par rapport à une plainte. On peut nous dire oui, c'est une situation qui est en cours, situation qui est bouclée, mais il y a quelque chose aussi qui nous manque. À ce jour, les représentants des usagers recommandent aux personnes hospitalisées de désigner un référent. Le malade a le choix de désigner parmi sa famille ou ses amis une personne de confiance qui doit être le référent, et avec le soignant et avec nous, les représentants des usagers, s'il y a quelque chose qui sollicite qu'on se retrouve ou qu'il y a un souhait d'un traitement que l'équipe soignante ne veut pas donner, cette personne de confiance peut saisir la direction. En cas de litige, les démarches peuvent aboutir à des poursuites pénales. Elles peuvent aussi remédier au mal-être des victimes en milieu hospitalier. Ce drame avait suscité une immense émotion à Chalon-sur-Saône l'été dernier. Le 8 juillet, 3 frères et une sœur d'une même famille se noyaient dans le lac des Pré-Saint-Jean. Une information judiciaire contre X pour homicide involontaire avait été ouverte contre X par le parquet de Chalon-sur-Saône. Mais après plusieurs mois d'enquête et selon nos confrères du journal de Saône-et-Loire, la belle-mère des enfants qui les accompagnait a été mise en examen le 23 avril dernier pour homicide involontaire. Reportage de nos confrères de France 3 Dijon. Dès le 27 juillet, 15 jours après le drame, le parquet de Chalon-sur-Saône avait ouvert une information judiciaire contre X pour homicide involontaire. La question des conditions de surveillance des enfants s'était très vite posée. Au moment de l'accident, leur belle-mère était à plus de 50 mètres d'eux. De l'endroit où elle se trouvait, elle ne pouvait pas les voir, ce qui explique aujourd'hui la décision du juge d'instruction de poursuivre cette mère de famille pour homicide involontaire. Laissée libre, elle a été placée sous contrôle judiciaire. Ce dimanche-là, il faisait très beau et très chaud. Il y avait du monde au bord du lac des Pré-Saint-Jean. Comme tous les plans d'eau chalonnais, il est interdit à la baignade. 2 enfants de 9 et 10 ans qui veulent se rafraîchir les pieds s'engagent sur le rivage. Ils ont de l'eau jusqu'aux chevilles, mais 1 mètre plus loin à peine, ils glissent et coulent à pic. Leur frère aîné, âgé de 13 ans, tente de leur venir en aide, mais lui non plus ne sait pas nager. Les 3 enfants sont retrouvés 1 heure plus tard par les équipes de secours qui tentent tout pour les sauver en vain. Leur belle-mère est pour l'heure la seule à être mise en examen dans cette affaire. Retour à Mayotte dans le reste de l'actualité. La menace des lycéens de Coconi de bloquer leur établissement après l'agression de l'un des leurs hier. Ces derniers ont décidé de boycotter les cours ce jeudi matin pour se faire entendre. Kalatoumi Abdiladi, Atoumani Simba. Malgré le calme apparent, ces élèves expriment leur ras-le-bol des agressions dont ils sont victimes à l'intérieur même de l'établissement. Sur ces farés où ils attendent les bus, mercredi encore, un élève s'est fait agresser au couteau pour son téléphone. Ils l'ont attaqué de dos, ils l'ont pris son téléphone
et l'autre, il voulait prendre ses écouteurs. Le victime, il voulait se défendre. C'est là où l'autre, il a sorti le couteau. Il a pointé sur la côté de son côte. Et le victime, il voulait se défendre en sortant sa main. C'est là où il s'est fait trancher la main. C'est par ce portail que les assaillants sont entrés au sein de l'établissement et en sont sortis également. Un portail toujours grand ouvert parce que dangereux, comme le reconnaît le directeur de l'établissement. C'est un vieux portail, il pèse au moins 500 kg par porte et il est tellement usé que quand on le ferme, on risque à chaque fois de le prendre sur la tête. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas le fermer. On le ferme en douceur la nuit, mais uniquement la nuit parce que sinon on va le prendre sur la tête, il va tomber. Un portail toujours ouvert, absence de clôture en dur sur un espace de 9 hectares. Le danger peut venir de partout. Les lycéens imposent leurs conditions pour reprendre les cours. Nous voulons être des agents de sécurité pour nous protéger. Parce que c'est pas possible pour nous des élèves. On est dans notre établissement, on n'est pas dehors et on se fait agresser. Ça nous fait peur. Ça fait peur aussi à nos parents, à nos familles que quand on vient ici, ils se sentent pas, leurs enfants n'est pas en sécurité. C'est aussi, il y a ce sentiment-là pour nous et pour nos parents. Dès ce vendredi, des gendarmes et des agents de médiation devraient être devant le lycée de Coconi à l'arrivée au départ des élèves, en attendant que l'établissement embauche des personnes en charge de la sécurité. Dans 3 jours, les élections européennes, le rush donc pour les postiers qui doivent livrer les plis électoraux, soit 78 400 propagandes à remettre. Kalatoumi Abdelhadi et Toumani Simba ont suivi Marcel Joseph dans sa tournée dans le sud de l'île. C'est le rush dans ce centre de tri postal à Chirongui. En plus du travail habituel, les plis électoraux doivent être distribués, la Poste ayant remporté le marché de la distribution de la propagande électorale. Marcel Joseph, facteur, effectue le dernier rangement avant de prendre la route pour Bandélé afin d'entamer sa distribution de courrier. Pour cette habitante de Bandélé, pourtant, ce courrier n'était pas vraiment attendu. Non, je ne l'attendais pas parce qu'avec la pièce d'identité, ça suffit pour voter puisqu'on est sur la liste. Donc pour moi, ça n'était pas vraiment obligatoire de l'avoir. Mais tant mieux, je verrai la tête des candidats. Cela fait 2 ans que Marcel Joseph travaille à la Poste et doit distribuer 800 plis électoraux, non sans difficulté. Les adresses ne sont pas toujours justes. On a juste le nom et le nom du village. Donc au final, on doit faire avec. Et comment vous faites dans ce cas-là, justement? Ce soit on demande, ça, on a l'habitude de la personne, on la connaît déjà. Parce que, par exemple, pour moi, il m'a fallu quand même 3 mois faciles à apprendre par cœur. Donc voilà, une fois qu'on connaît, après, ça va un peu plus vite. Et pour aller vite, il va vite Marcel Joseph. C'est au pas de course que le facteur effectue sa tournée, un rythme payant puisqu'il distribue ses derniers plis électoraux. Là, il m'en reste plus qu'une vingtaine, donc voilà, j'ai dû travailler vite. Vite et très très vite même, je dirais. C'est une pression supplémentaire quand il y a les élections comme ça pour les facteurs? Oui, parce qu'en fait, c'est du travail qu'on rajoute. Donc on reste avec nos courriers, nos colis, nos recommandés, tout ce qu'il y a. En fait, les plis viennent juste se rajouter sur notre travail. Avant, c'était payé. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de supplémentaire. Donc. Marcel Joseph a effectué 14 heures supplémentaires depuis vendredi pour livrer tous les plis électoraux qui étaient à sa charge. D'ici samedi, 18 500 électeurs du sud de Mayotte devraient recevoir ces propagandes électorales. Et puis, sachez que pour les européennes, dimanche, Mayotte, la première, se mobilise. Dès 8h, vous retrouverez Ibrahim Yahya
en radio, édition spéciale en télé également avec Papino Zaidani dès 13h, suivi de la soirée électorale présentée par Miss Baoudine Bakar. Tout au long de la journée, des informations ainsi que le déroulement du scrutin grâce également à notre service numérique Les Européennes. Dimanche 26 mai, c'est sur Mayotte, la première que ça se passe et nulle part ailleurs. Un mot de basket à présent avec le départ ce jeudi du BC Mtsapéré pour l'île de la Réunion où les Mahorais affronteront le BC Saint-Paul samedi pour la finale du championnat zone Océan Indien 2019. La rencontre se déroulera le 25 mai donc au gymnase du lycée Saint-Paul 4 à partir de 20h. À noter que le vainqueur ira représenter l'Océan Indien aux finalités du championnat de France N3. L'insalubrité de notre île inspire les plus jeunes. Pour preuve, près de 360 écoliers de la commune de Mamoudzou ont pris part à un concours sur le thème de la protection de l'environnement, de la propreté, un thème récurrent mais qui ne change pas malheureusement pour autant les habitudes. Reportage à Kaweni, La Poste, Danliat Bonaïssa et Yasmine Jaffar. Nous allons représenter un poème sur l'environnement. Le poème s'appelle Nareste Olandawetch. Ces élèves de CM2 ont participé à ce travail pédagogique en faisant des dessins sur la façon de rendre propre notre environnement, que ce soit à l'école, à la maison ou dans la rue. Pour eux, Mayotte est sale, il faut la nettoyer. On a dessiné des gens qui nettoient des plages, la forêt et sur la route pour que il soit propre. Pour qu'il soit propre, pour que tous les poissons ils ne meurent pas. C'est un message pour tout le monde. Que dit ce message? De ne pas jeter les déchets à la mer, à la rue et par terre. Mon dessin, je fais des gens qui ramassent la poubelle pour que cette ville soit propre. Montre-nous. Là, il y a des gens qui ramassent les déchets pour mettre à la poubelle. Pour cette deuxième édition, 7 établissements scolaires ont participé, soit 14 classes et 360 élèves, dont ceux-ci. On a voulu sensibiliser les jeunes, vu que c'est l'avenir de Mayotte. Donc on a voulu les sensibiliser par l'écriture à l'école, mais aussi en dehors, pour rendre la commune de Mamoudzou, surtout la commune de Mamoudzou propre, vu que c'est la ville la ville de chef-lieu. Donc ce serait mieux que ça soit attractif. Ce travail réalisé par ces élèves pour faire de Mayotte une île propre illustre bien que l'environnement est l'affaire de tous. C'est un bien précieux qu'il faut sauvegarder. Et ce sera tout pour ce 19h. Merci de votre attention. Avant de nous quitter, je vous rappelle donc le procès en appel du maire de Mamoudzou et 5 de ses responsables poursuivis pour favoritisme dans l'attribution du marché de la mairie annexe de Kaweni. Un marché d'1,5 million d'euros. L'audience a lieu depuis ce matin et se poursuit à l'heure où je vous parle. Plus de précisions donc dans nos prochaines éditions. Demain en radio, Ismaël Korji, porte-parole du collectif Bassivo, sera l'invité d'Andira Kotondavola à partir de 7h15 dans Zakweli. Mais tout de suite, c'est Papino Zaidani pour le journal en Morée. Excellente soirée à vous et à demain.